On le voit agir successivement comme ministre des Finances, ministre de l'Intérieur, ministre des Travaux publics, ministre du Commerce. De même que l'administration centrale n'a à vrai dire qu'un seul agent à Paris, elle n'a qu'un seul agent dans chaque province. On trouve encore au XVIIIe siècle de grands seigneurs qui portent le nom de gouverneurs de province. Ce sont les anciens représentants, souvent héréditaires, de la royauté féodale. On leur accorde encore des honneurs, mais ils n'ont plus aucun pouvoir. L'intendant possède toute la réalité du gouvernement. Celui-ci est un homme de naissance commune, toujours étranger à la province, jeune, qui a sa fortune à faire. Il n'exerce point ses pouvoirs par droit d'élection, de naissance ou d'office acheté. Il est choisi par le gouvernement parmi les membres inférieurs du Conseil d'État et toujours révocable. Séparé de ce corps, il le représente, et c'est pour cela que dans la langue administrative du temps, on le nomme le commissaire des partis. Dans ses mains sont accumulés presque tous les pouvoirs que le Conseil lui-même possède. Il les exerce tous en premier ressort. Comme ce Conseil, il est tout à la fois administrateur et juge. L'intendant correspond avec tous les ministres, il est l'agent unique dans la province de toutes les volontés du gouvernement. Au-dessous de lui, et nommé par lui, est placé dans chaque canton un fonctionnaire révocable à volonté, le subdélégué. L'intendant est d'ordinaire un nouvel anobli. Le subdélégué est toujours un roturier. Néanmoins, il représente le gouvernement tout entier dans la petite circonscription qui lui est assignée, comme l'intendant dans la généralité entière. Il est soumis à l'intendant, comme celui-ci au ministre. Le marquis d'Argenson raconte dans ses mémoires qu'un jour, Law lui dit « Jamais je n'aurais cru ce que j'ai vu quand j'étais contrôleur des finances. Sachez que ce royaume de France est gouverné par 30 intendants. Vous n'avez ni parlement, ni État, ni gouverneur. Ce sont 30 maîtres des requêtes commises aux provinces, de qui dépendent le malheur ou le bonheur de ces provinces, leur abondance ou leur stérilité. » Ces fonctionnaires si puissants étaient pourtant éclipsés par les restes de l'ancienne aristocratie féodale, et comme perdus au milieu de l'éclat qu'elle jetait encore. C'est ce qui fait que, de leur temps même, on les voyait à peine, quoique leur main fût déjà partout. Dans la société, les nobles avaient sur eux l'avantage du rang, de la richesse et de la considération qui s'attache toujours aux choses anciennes. Dans le gouvernement, la noblesse entourait le prince et formait sa cour. Elle commandait les flottes, dirigeait les armées. Elle faisait en un mot ce qui frappe le plus aux yeux des contemporains et arrête trop souvent les regards de la postérité. On eût insulté un grand seigneur en lui proposant de le nommer intendant. Le plus pauvre gentilhomme de race aurait le plus souvent dédaigné de l'être. Les intendants étaient à ses yeux les représentants d'un pouvoir intrus, des hommes nouveaux, préposés au gouvernement des bourgeois et des paysans, et au demeurant, de fort petits compagnons. Ces hommes gouvernaient cependant la France, comme avait dit Law, et comme nous allons le voir. Commençons d'abord par le droit d'impôt, qui contient en quelque façon en lui tous les autres. On sait qu'une partie des impôts était en ferme. Pour cela, c'était le conseil du roi qui traitait avec des compagnies financières, fixait les conditions du contrat, réglait le mode de la perception. Toutes les autres taxes, comme la taille, la capitation, les vingtièmes, étaient établies et levées directement par les agents de l'administration centrale ou sous leur contrôle tout-puissant. C'était le conseil qui fixait chaque année par une décision secrète le montant de la taille et de ses nombreux accessoires, et aussi sa répartition entre les provinces. La taille avait ainsi grandi d'année en année, sans que personne en fût averti d'avance par aucun bruit. Comme la taille était un vieil impôt, l'assiette et la levée en avaient été confiées jadis à des agents locaux,
qui tous étaient plus ou moins indépendants du gouvernement, puisqu'ils exerçaient leur pouvoir par droit de naissance ou d'élection, ou en vertu de charges achetées. C'était le seigneur, le collecteur paroissial, le trésorier de France, les élus. Ces autorités existaient encore au XVIIIe siècle, mais les unes avaient cessé absolument de s'occuper de la taille, les autres ne le faisaient plus que d'une façon très secondaire et entièrement subordonnée. La même, la puissance entière était dans les mains de l'intendant et de ses agents. Lui seul, en réalité, répartissait la taille entre les paroisses, guidait et surveillait les collecteurs, accordait des sursis ou des décharges. D'autres impôts, comme la capitation, étant de date récente, le gouvernement n'y était plus gêné par les débris des vieux pouvoirs. Il agissait seul, sans aucune intervention des gouvernés. Le contrôleur général, l'intendant et le conseil fixaient le montant de chaque cote. Passons de l'argent aux hommes. On s'étonne quelquefois que les Français aient supporté si patiemment le joug de la conscription militaire à l'époque de la Révolution et depuis. Mais il faut bien considérer qu'ils y étaient tous pliés depuis longtemps. La conscription avait été précédée par la milice, charge plus lourde, bien que les contingents demandés fussent moins grands. De temps à autre, on faisait tirer au sort la jeunesse des campagnes, et on prenait dans son sein un certain nombre de soldats dont on formait des régiments de milice où l'on servait pendant 6 ans. Comme la milice était une institution comparativement moderne, aucun des anciens pouvoirs féodaux ne s'en occupait. Toute l'opération était confiée aux seuls agents du gouvernement central. Le Conseil fixait le contingent général et la part de la province. L'intendant réglait le nombre d'hommes à lever dans chaque paroisse. Son subdélégué présidait au tirage, jugeait les cas d'exemption, désignait les miliciens qui pouvaient résider dans leur foyer, ceux qui devaient partir, et livrait enfin ceux-ci à l'autorité militaire.